Bonjour, chers auditeurs, Sylvain Juteau de Rouler électrique. Aujourd'hui, je suis à Anjou, chez François Charland de FFC électrique. Bonjour François. Salut Sylvain. François, tu peux-tu te présenter? Tu es maître électricien, mais peut-être résumer un peu toute la passion que tu as envers l'électrification des transports, puis ce que tu fais comme job à temps plein, évidemment. Oui, bien sûr. Bonjour. Donc, mon nom c'est François. La compagnie s'appelle FFC Électrique. Nous, on fait, je vous dirais, 80-90% de notre chiffre d'affaires en installation de bornes. Moi, personnellement, je donne aussi le cours à la CCQ. C'est moi qui forme les autres électriciens donc, par rapport aux normes de branchement pour les bornes de recharge. Je donne aussi le cours sur les normes, sur le nouveau code 2018, pardon, électrique. Donc, disons que j'en mange. Je peux en parler avec toi, Sylvain, toute la soirée s'il faut, mais on va essayer de rester court. Mais on fait tout ce qui est électricité, mais on préfère tout ce qui est borne, ça, évidemment. Puis, chose importante, ta flotte d'installation, c'est des véhicules 100% électriques. Oui, exactement. On en a une ici, justement. On en a deux modèles X comme celui-ci. Il y a un modèle 3 qui est en arrière que vous ne pouvez pas voir. Puis il y a un troisième modèle X qui s'en vient, je vous dirais, d'ici un mois. On est en négociation. En passant, Sylvain, j'aimerais que tu te tasses un petit peu par en arrière. Tu es en contravention avec la politique de compagnie. Ici, tous les véhicules doivent être branchés ou branchables. En fait, branchables et branchés. Là, Sylvain n'est pas branché. Je ne suis pas fier de toi, Sylvain. Bon, 160 pièces, hein, que ça coûte. Mais c'est pour une bonne cause. Oui. C'est parce qu'aujourd'hui, on veut répondre à une question qui m'est demandée, en tout cas, puis je sais que ça t'est demandé pratiquement tous les jours. C'est surtout les nouveaux propriétaires ou les futurs propriétaires de Tesla, que ce soit surtout la Model 3, mais évidemment la Model S et X. La question qui tue, c'est je dois m'acheter une borne avec mon véhicule. Est-ce que j'achète la borne, le Tesla Wall Connector, comme qu'on voit ici, qui fonctionne avec un connecteur propriétaire, qui fonctionne juste avec les bornes Tesla, ou je m'achète une borne universelle, une borne J1772, qui fonctionne avec tous les véhicules, incluant les Tesla, parce que les Tesla, ils ont un adaptateur, ou la borne Flow, qui est très bien connue aussi, qui est une borne québécoise. Donc, laquelle j'achète? Fait que là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vous répondre de façon factuellement. Évidemment, moi, je suis partial parce que moi, je vends des bornes universelles québécoises. Je ne vends pas de bornes Tesla parce que Tesla ne veut pas avoir de revendeur officiellement. Donc, j'aimerais bien ça en vendre. Mais puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller point par point, puis les forces et faiblesses de chacune, pour que vous, après, vous allez décider laquelle qui convient le mieux à vos besoins, puis à votre budget aussi. Parce qu'il y a une question de budget, il y a des coûts, pas juste le coût d'achat de la borne, mais aussi le coût d'installation de la borne, tout en respectant la loi au Québec, le code du bâtiment au Québec. Donc, on va commencer, premièrement, le prix d'achat. Ben, écoute, François, laquelle qui est la moins chère? La borne Tesla. Quel prix? Tout le monde est surpris quand on vous dit ça, mais c'est 630 $ à peu près, plus les taxes. Exactement, tandis que la EV1, c'est 799. Il y a aussi la 40 ampères, parce que à 799, c'est la 32. La 40 ampères, c'est 899. Celle-là, là, en passant. Oui, ça, c'est la 40 ampères. C'est tout nouveau. Vous avez de quoi en primaire. Puis la borne Flow, ben, c'est une borne qui est haut de gamme, qui est toute en aluminium. On parle de 995 et plus, selon le modèle. Donc, le coût d'achat, c'est ça. Mais maintenant, l'installation. Ouais. OK? C'est là que ça se corse. 90% des acheteurs vont s'acheter une Tesla Model 3 SR+, Standard Range Plus, qui ne peut charger qu'à 32 ampères, n'est-ce pas? Mais là, comme que tu dis, c'est là que ça se corse. La borne de Tesla peut aller jusqu'à 80 ampères. 80 ou 72? La borne Tesla peut aller à 80 ampères. Jusqu'à 80. Bon, fait que là, mettons, vous décidez d'acheter une borne Tesla. On va la mettre à 80. C'est quoi les implications de mettre une borne Tesla à 80 ampères, premièrement, puis comparée à une borne de 32 ampères, mettons? OK. Bon, il y a plusieurs dimensions à ça. La borne Tesla s'ajuste. Donc, la première perception, c'est que si je la règle à 32 ampères, il n'y a pas de problème. Je vais mettre du fil qui prend 32 ampères.
puis le code électrique le permet. Il y a des interprétations différentes du code. La RBQ, ceux qui font le code au Québec, disent que pour tout appareil, là, que ce soit une borne ou pas, nous, on doit filer pour une charge continue. Donc, on met une petite note de côté. Une charge continue, c'est une charge qui est à 100% de sa charge pendant 1 heure, plus qu'1 heure. Une borne de recharge, c'est au moins 1 heure et ça peut être 10, 12 heures s'il y a 2 véhicules à brancher un après l'autre. OK? Ça peut être vraiment long. Donc, son 100%, c'est pas long qu'on l'atteint pendant 1 heure. Donc, donc c'est ça. Donc, un appareil qui peut fournir jusqu'à 80 ampères, comme dans la Tesla, ou 40 ampères, comme dans la EV1, ou peu importe l'appareil, on doit filer en conséquence de l'ampérage maximum. OK? Ça, c'est un point vraiment important. C'est pas un point qui est vraiment connu de la plupart des électriciens, mais la Corporation des maîtres électriciens a fait un communiqué pour avertir tout le monde que c'est le cas. OK? Ça a des grosses implications, ça, sur les coûts d'installation. Donc, si on y va avec une borne Tesla qu'on ne règle même pas à 80 ampères, ça veut dire qu'on va utiliser la moitié de votre panneau électrique juste pour une borne, alors que vous n'en avez pas besoin. Donc, 200 ampères, enlevez la borne, enlevez le four, le chauffe-eau, la sécheuse, il ne reste plus rien là. OK? Les rénovations, oubliez ça. C'est pas ce qu'on veut. On veut pas. Puis un panneau de 320 ampères, c'est 3 4 000, peut-être plus des fois là. OK? C'est des coûts absolument inutiles. OK? Donc, c'est une mauvaise idée à la base. À moins d'avoir. Il y a des scénarios où la borne Tesla va vraiment être utile. Donc, nous autres, ici, on a une flotte de 3 Tesla. Pour l'instant, on a 2 Model X de 72 ampères, un Model 3 48 ampères, puis il y en a un quatrième qui s'en vient, un autre 72 ampères. Ça fait du gros bon sens d'avoir un circuit de 100 ampères qu'on partage en 4. C'est beaucoup moins cher, beaucoup plus efficace, puis ça nous permet de ne pas avoir installé 4 bornes de 32 ampères. Bon, ça fait du gros sens. Quelqu'un qui aurait 2 véhicules Tesla, ça pourrait faire du sens si vous faites beaucoup de kilométrage dans votre journée. Et encore, c'est peut-être qu'on va en discuter plus tard. Mais il y a des scénarios où ça va valoir la peine. Dans le cas d'une SR+, 32 ampères, on va avoir la difficulté à vous la suggérer. Est-ce qu'on en parle maintenant? Pourquoi? Oui, non? Ben oui, moi, ce que j'aimerais qu'on parle, mettons le scénario, là, mettons le client dit, moi, je veux la wall connector, je veux celle de Tesla, j'ai une SR+, mets ça à 32 ampères, mais là, tu es obligé, toi, si je comprends bien, tu respectes le code, toi, tu vas mettre un fil de 80 ampères, de 100 ampères. Comment ça va coûter de plus pour faire ça? Puis est-ce que tu m'avais expliqué aussi qu'il pouvait y avoir des problèmes techniques selon le modèle du panneau électrique. Parce que, donc, juste expliquer ces versions-là. On va essayer de résumer. Évidemment, avec chaque client, on prend le temps d'en parler. Ça peut prendre 15-20 minutes des fois, mais c'est important de bien comprendre. Nous aussi, on va résumer. Et si vous avez des questions plus approfondies, n'hésitez pas à nous contacter. OK, donc pour une borne, on a un SR+, 32 ampères. Nous, par la force des choses, une borne Tesla, ça peut prendre 80 ampères. On doit protéger à 125 %. Je vais vite, là. De ce que la charge réelle de l'appareil, ce qui nous donne 100 ampères. Donc, c'est un breaker de 100 ampères avec un fil qui peut prendre 100 ampères. OK? Un fil de 100 ampères en cuivre, c'est 3 à 4 fois plus cher qu'un fil de 40 ampères. OK? C'est 2 à 3 fois plus long à travailler parce que ça ne se plie pas. C'est extrêmement rigide. Donc, ça va prendre souvent 2 électriciens pour placer le fil où on veut. Le tuyau qu'on va utiliser, les conduits quand on passe à l'extérieur, va être plus gros, va être plus cher aussi. Tout coûte plus cher. Puis non seulement ça, donc là, peut-être un deuxième électricien, le fil coûte 3 à 4 fois plus cher. Tout ce qui est accessoire, tout ce qui est fixation coûte plus cher. Quand on alimente en haut de 60 ampères, on doit mettre un interrupteur à moins de 7 mètres de la borne et visible. Donc, un couteau? Oui, on peut appeler ça un couteau. Un interrupteur de 100 ampères. Donc, c'est laid. C'est pas juste le prix. C'est laid, c'est pas beau. Et c'est des coûts de plus. OK? Il y a différents modèles. Ça va aller entre 150 et 500. Là. Mais ça se rajoute au coût de la borne. Et c'est comme caché ça dans le prix de la borne Tesla. Parce qu'au Québec, nous, c'est comme ça qu'on installe ça. C'est les normes. Un électricien pourrait décider de ne pas obéir aux normes parce qu'il ne les connaît pas. Mais noir sur blanc, l'interprétation de la corporation, l'RBQ plutôt, désolé, c'est ça. C'est ce que je viens de vous dire. Puis on pourra peut-être même mettre le lien là, sur ton site, Sylvain. Donc, en termes de... Qu'est-ce que ça représente pour vous en termes de différence de coût d'installation? Ça peut être du simple au double.
Vraiment, ça va dépendre des maisons, là, mais ça peut facilement être le double. Donc, il y a beaucoup de scénarios où la borne Tesla va coûter plus cher, borne plus installation, qu'une borne universelle plus installation. Parfait. Ben, je pense que c'est très clair. Très clair comme résumé. Puis évidemment, c'est du cas par cas. Quand vous êtes rendu là, le but, c'est de vous aider à faire votre choix selon vos préférences. Puis une fois que vous savez où vous enligner, bien là, vous pouvez nous contacter puis on peut vous aider, vous guider. Ensuite, OK, l'autre point de la borne Tesla, évidemment, ce qui est avantageux pour un propriétaire de Tesla, c'est qu'on peut se brancher directement dedans. Oui. OK? Fait que, approche-toi, David. On va aller vers la Model X. François, peut-être montrer. Bon, évidemment, ça ici, c'est une borne Tesla qui est cachée dans ton beau petite installation en bois. Fait que peut-être juste brancher, débrancher, montrer c'est quoi. Voilà. Ça? Comme ça. Fait qu'on voit le connecteur propriétaire de Tesla versus le J1772, le universel, qui va ressembler à ça. Fait qu'on va les mettre côte à côte pour que les gens voient bien. Donc, c'est ça. Puis, ce qui est génial aussi, vous voyez, approche-toi encore, David. Dans le cas du Model X, il y a une belle petite porte. Puis, c'est le cas de toutes les Tesla. Puis là, il y a un piton ici. Puis là, on paye sur le piton. Puis là, ça rouvre tout seul. Puis là, on rentre. On rentre et voilà, bingo. OK? Puis il y a des gens qui... Moi, il y a des acheteurs de bornes Tesla qui me disent que pour eux autres, c'est priceless. Je vais juste faire une petite note là-dessus. Oui. OK. On va fermer la porte. Je pèse pas sur le bouton, là. Je fais juste ça. La porte ouvre quand même. Effectivement. Juste... C'est pas bien plus long. C'est pas 3 minutes de plus, là. Non, c'est ça. Mais comme je disais tantôt, je prends ton micro. Bien sûr. Il y a une question de prix, puis il peut aussi avoir une question de look. Quelqu'un qui veut absolument le look de la borne Tesla, ben c'est ça, tu sais, mais faut être conscient que le look va avoir un prix. OK? Voilà. Donc, il y a tout plein de facettes au choix d'une borne. Il y a le prix, il y a la garantie, qu'on va peut-être parler tantôt, puis il y a le look. Il y en a pour qui le look vaut plus que la garantie ou plus que ce qu'on va prendre dans son panneau. On peut pas juger de ça. Effectivement, c'est le look est extrêmement subjectif. Ouais. Il y a des gens qui adorent le look de la Tesla, de la borne Tesla. Oui, on va reculer, on va aller en avant. Il y a des gens qui trouvent que la plus belle, c'est la borne Flow parce que c'est la plus belle, elle est en aluminium, elle a un look silver ou gris foncé. Il y en a qui adorent la EV1 avec son écran parce qu'ils trouvent que ça a l'air d'un iPad. Bref, ça, c'est vraiment subjectif. Puis ça, c'est vous qui avez le dernier mot là-dessus. C'est quoi que vous préférez voir en avant de votre maison ou dans votre garage ou sous votre balcon ou selon l'endroit où que vous désirez mettre la borne. OK? Donc, c'est le point qui est important. L'autre point, c'est que là, regardez bien, on a pris le connecteur qu'il y a là. François, tu vas le débrancher, puis branche donc ma Kona. Fait que moi, je viens visiter François. OK? Je suis son chum. Puis là, ben François, il y a une borne Tesla. Mais moi, je veux me brancher pendant que je suis là. Juste me brancher 1 heure ou 2, ça m'en donne assez pour revenir à Trois-Rivières. Mais qu'est-ce qui arrive? Ben, on ne peut pas se brancher. OK? Parce que Tesla a choisi son propre connecteur propriétaire au lieu de choisir la norme universelle en Amérique du Nord, qui est le J1772 type 1 qu'on appelle. OK? Donc, si un jour vous vous achetez un deuxième véhicule électrique, ben, vous ne pourrez pas utiliser la borne Tesla que vous avez choisie. Donc, c'est sûr que l'avantage de choisir une borne universelle, c'est que tous vos amis qui ont aussi des véhicules électriques, ben, ils vont pouvoir se brancher. Puis que si vous avez un deuxième véhicule qui n'est pas Tesla, ben, vous allez pouvoir aussi le brancher, quelle que soit la borne, quel que soit le côté de la maison que vous êtes stationné dans le cours, il n'y aura pas de problème. C'est ça le but d'une borne universelle. Il y a un autre aspect aussi à ça. Actuellement, vous avez une Tesla. C'est probablement le meilleur véhicule que vous pouvez acheter avec votre argent actuellement. C'est un très bon deal. Mais Volkswagen s'en vient. Il
il y a quelques compagnies qui ont dit qu'ils s'en venaient. Il y a Porsche, évidemment, mais en tout cas, puis tous les autres manufacturiers, c'est celui-là. Hein, c'est ça, le Porsche G1772. Est-ce qu'on installe une borne maintenant pour la changer plus tard? Si ça ne vous dérange pas. Mais c'est peut-être une préoccupation. Ça ne veut pas dire que Tesla est le leader aujourd'hui qui va l'être dans 3-4 ans. Peut-être, mais Elon Musk lui-même, lui disait, j'ai fait Tesla pour qu'il y ait de la compétition. Parce qu'il n'y en avait pas jusqu'à temps que j'arrive. Right? Fait que, mais là, ça s'en vient. Hein? Ils ont des bonnes parts de marché, puis ils sont en train de forcer le marché. Fait que c'est ce qu'on veut. Donc, ceci étant dit, oui, encore une fois, la borne Tesla est plus belle, elle est moins chère, mais plus cher à installer, puis elle n'est pas future-proof dans le sens que si vous changez de véhicule, même si vous n'avez pas un deuxième véhicule, votre prochain n'est pas nécessairement une borne Tesla. Ce ne sera pas nécessairement un véhicule Tesla, pardon. Donc, c'est à garder en tête, ça aussi. Puis, en passant, ce que tu as en main, c'est l'adaptateur que Tesla fournit avec chaque véhicule. Il y en a un dans le coffre à gants, dans le sac, là, qui vient avec la borne universelle, la borne portable qui vient avec Tesla. Donc, ça vous permet d'utiliser, si vous avez une Tesla, d'utiliser les bornes universelles. Fait que, tiens, François, peut-être juste faire une petite démonstration, montrer comment c'est simple de brancher le Model X. Ah oui. En fait, c'est vraiment simple. C'est exactement le même pistolet là. Exact. Donc, cet adaptateur-là, il vient avec l'auto. Fait que, si vous achetez une borne Tesla, ça va marcher juste avec les véhicules Tesla. Si vous achetez une borne universelle, ça va marcher avec tous les véhicules, incluant votre véhicule Tesla. Donc, c'est l'avantage d'une borne universelle. Puis là, il vous reste juste à faire un choix. OK? Moi, personnellement, ça me frustre que Tesla arrive avec un connecteur propriétaire, surtout qu'en Europe, les modèles 3 sont maintenant tous avec un connecteur universel. Eux autres, c'est le CCS Combo type 2. Là. OK? Pourquoi ils font ça en Europe et ils ne le font pas en Amérique du Nord? C'est parce qu'en Europe, ils ont été obligés par la réglementation de la communauté européenne. Alors que nous, en Amérique du Nord, on ne met pas nos culottes. Puis c'est frustrant parce que ça crée de la confusion d'avoir plus de standards. Ça rend ça plus compliqué pour les néophytes. À tous les jours, je le vois. Tu sais, pourquoi faire du bêta et du VHS? Là? Regarde, c'est du déjà vu. Là, t'sais. Mais malheureusement, pour ne pas avoir à payer des royautés, Tesla va vers le chemin qui est le moins dispendieux pour lui. Puis c'est une entreprise qui est là pour faire de l'argent. C'est normal. Ils prennent toutes les opportunités d'affaires qui permettent de couper les coûts. Mais pour les utilisateurs, ça rend la vie plus compliquée. Un peu plus compliquée. Une fois qu'on connaît le ABC de la recharge, je peux vous dire que l'expérience d'être en véhicule électrique est 1000 fois mieux qu'un véhicule conventionnel. Si vous avez vraiment l'impression d'être un siècle en avant sur votre véhicule thermique, là, disons-le comme ça. Okay. Fait que, autre point, c'est au niveau en cas de bris. OK? Moi, je vous dirais que l'hiver dernier, j'ai eu plusieurs dizaines de personnes qui ont eu des câbles arrachés par la déneigeuse. Le câble qui n'a pas été enroulé. Souvent, c'est à cause du client, c'est pas à cause du déneigeur. Là. Écoute, si tu oublies d'enrouler ton câble et qu'il tombe 2 pouces de neige, déneigeur, il n'y a pas des rayons X non plus. Là. Fait que c'est arrivé plusieurs dizaines de fois. Puis là, évidemment, les bornes ont toutes des garanties. La Flow, c'est 3 ans. La EV1, c'est 5 ans. Je pense que la Tesla, c'est relié au véhicule. Hein? Si tu as 4 ans, 80 000 km avec ta Model 3, la borne va avoir la même garantie. C'est des très bonnes garanties. Mais évidemment, ça ne couvrira pas les cas comme la déneigeuse. OK? Parce que ce n'est pas de leur faute. Puis là, vous ne voudrez pas mettre les coûts de réparation sur les assurances parce que de toute façon, il y a des franchises, votre assurance de maison. Puis en plus, ça fait monter la prime. Fait que tu fais pas ça pour 500$ de bris. Là. Ça vaut vraiment, vraiment pas recommandé. Dans le cas des bornes universelles, les manufacturiers, en tout cas les plus gros vendeurs qu'on vend comme la Flow et la EV1, le manufacturier va vous vendre un autre câble pour que vous soyez capable de changer le câble. Parce que dans la situation où c'est juste le câble qui a été endommagé. Dans le cas de Tesla, il se passe quoi? Donc, nous, on a notre certification chez Tesla. Donc, si jamais il y a un problème de garantie avec Tesla, c'est probable que Tesla vous réfère à nous pour venir faire le service. Ça va être à leurs frais, mais c'est ça, ça pourrait être nous. Donc, on a eu une formation par rapport à ça.
Et puis, en fait, la formation, c'est pas bien compliqué. La borne Tesla, ça fonctionne pas, on la change. OK? Donc, on va ramener une autre avec nous. Puis, on va simplement la changer. Si elle est défectueuse, sous garantie, il n'y a aucun frais, évidemment. Si c'est une déneigeuse ou si c'est votre pelle, votre enfant de 2 ans qui a décidé que c'était le fun de rentrer quelque chose là-dedans, c'est pas garanti. Donc, on en a ouvert une d'avance pour vous. OK? C'est un client qui justement, qui n'a pas été chanceux. Il a fait, il a dû neiger 30 cm. Lui, il trouvait que ça servait à rien d'enrouler le fil. En passant, un fil Tesla, ça prend 80 ampères, c'est gros, c'est pesant. Ça peut jouer aussi en passant. L'été, c'est pas si pire. Pour vrai, c'est lourd, mais la plupart des gens vont s'arranger avec ça. L'hiver, la combinaison de beaucoup de cuivre pour livrer le courant. Et donc, beaucoup de cuivre et donc, évidemment, une gaine plus grosse, plus épaisse. L'hiver, c'est pas inutilisable, mais c'est raide. OK? Donc, ça va être sale, raide, puis relativement lourd aussi. Fait que c'est une autre petite considération à prendre en compte. Si vous êtes de plus petits acabis ou peut-être juste de plus petite taille, des fois, ça peut être un problème ou un inconfort. OK? Mais c'est juste à prendre en compte. Ça ne veut pas dire que c'est un deal breaker, mais c'est une autre affaire qu'il faut garder en tête. Donc, on a défait tout ça. Le fil que je vous ai montré tantôt, Sylvain, je ne sais pas si tu vas aller me le chercher. David, peut-être t'approcher pour qu'on puisse... Oui, on va vous montrer ce qu'il y a dans la borne. Oups. Donc, David, je t'inviterai à venir voir dans la borne. Parfait. Donc, vous remarquez que sur cette borne-là, il n'y a absolument pas de câble de pistolet de recharge là-dessus. Il a été arraché complètement par le déneigeur. Ça n'a pas été long. La borne Tesla, en plus, est en plastique, donc un petit peu plus fragile que, exemple, la Flow. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, que c'est mauvais. Du plastique, c'est moins durable que du métal. On paye pour ce qu'on a. Hein? Donc, comme je disais à Sylvain tantôt, comment je pourrais dire ça? Quand on paye pas cher, je ne veux pas dire que ça vaut pas cher, mais on a ce pourquoi on paye. OK? Une borne Tesla coûte 630 un appareil qui n'est pas réparable va coûter moins cher à produire qu'un appareil réparable. OK? Donc, dans le cas de la borne Tesla, super compact, design, il est super beau design. Par contre, donc il va être en plastique. Il est certifié NEMA 3R, donc seulement pour la pluie et pas pour les poussières et vapeurs comme l'exemple la Flow ou la EV1 qu'on a avec nous. Okay. Qui sont NEMA 4. Les deux ici sont NEMA 4X, donc ils résistent à la pluie, mais aussi aux poussières et vapeurs. C'est niaiseux, mais au Québec, il fait de moins 30 à plus 30. Donc, la condensation, ça se peut. S'il y a l'air qui rentre là-dedans, puis l'humidité, puis la poussière, ça va dans le contact. Oui, c'est ça. C'est de l'oxydation, en fait. Ça va faire chauffer ton contact. Quand tu fais chauffer ton contact, tu augmentes ta résistance. Si tu augmentes ta résistance, tu fais chauffer ton contact. Cercle vicieux. OK, donc voilà, c'est un cercle vicieux. On veut éviter ça. Donc, d'avoir des bornes NEMA 4X, c'est un avantage. Mais ce que je comprends, c'est que, contrairement à ce que je pensais, la borne Tesla est réparable parce que le câble s'enlève. Mais malheureusement, Tesla... La borne Tesla coûte un petit peu moins cher, comme je vous disais tantôt, et elle n'est pas réparable officiellement. Je veux dire, quelqu'un pourrait dire « Oui, moi, je suis capable. » Sûrement. OK, donc on a des contacts ici pour les deux fils, les deux lignes. On a des petits fils pour le signal ici. On a des petits fils pour les senseurs, le ground. Bon, tout ça, on pourrait revisser ça dans la borne. Ça fonctionnerait. Par contre, Tesla ne vous vendra jamais de câble. Remettez pas le câble qui a été arraché. Il est endommagé. OK? C'est un risque inutile à prendre. Vous pourriez acheter une autre borne, enlever le fil, mettre le fil dans celle-là, mais ça serait ça serait un peu idiot. Donc, puis Tesla ne vous le vendra pas, ce fil-là. Je crois que tu me disais que les premières générations, Tesla les vendait. Par contre, maintenant, ils font plus ça. Donc, la directive, c'est on amène une nouvelle borne, on vous la remplace, puis ça vous coûte 630$ plus taxes. Plus notre temps, parce que c'est pas garanti. Donc, dans ce cas-ci, ça a coûté au client pas loin de 1000$. Donc, borne, temps, test, etc. Donc, c'est un peu tannant, ça, pour... puis le remorqueur, pas le remorqueur, le déneigeur ne paiera pas pour ça. C'est pas de sa faute. C'est de sa faute, mais c'est pas de sa faute.
Oui, effectivement, c'est un point qui est important. Puis l'autre point aussi, c'est que quand vous achetez votre borne, il y a beaucoup de gens qui disent ah ben là, j'ai la subvention du gouvernement de 600 250 pour l'installation, 350 pour la borne. Fait que vu qu'elle est environ 700 avec les taxes, ça revient pas cher sur le coup. Mais là, si tu es obligé de la remplacer un an plus tard, là, tu n'as pas la subvention une deuxième fois. Là. C'est juste une fois la subvention par véhicule. Fait que là, ton client, ça lui a coûté, mettons, 1000$. Là. Un vrai 1000$. Là. Un vrai 1000$. Fait que c'est un point important. Puis vous savez, moi, quand je vois ça, ça me fait penser à Apple. Excusez là, pour ne pas le nommer, mais les produits obsolescence programmée, comme ça, tu vas changer de téléphone rapidement à tous les 3 ans. Puis on le sait, l'électrification des transports, c'est très lié à l'environnement, à participer à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, la pollution. Bien, ça, c'est de valeur parce que la borne, elle devrait être aussi durable. Elle devrait avoir une deuxième vie, une troisième vie, une quatrième vie, comme on fait avec les véhicules. Donc, c'est un point à améliorer chez Tesla. J'espère qu'Elon Musk va nous écouter. Ben, déjà, s'ils font comme en Europe et qu'ils mettent un pistolet standard, ça pourrait. On peut en option. Ça serait peut-être mais c'est pas dans les plans. Mais il faut comprendre aussi pourquoi on a ce produit-là. C'est parce qu'eux veulent en mettre ils ont fait le calcul que d'en mettre au plus d'endroits possible, à en anglais, le grand scheme of things, dans le grand. Traduis ça si tu es capable, là, dans l'ensemble, la vision globale, s'il y a plus de bornes partout, dans tous les restaurants, hôtels, tout ça, les gens n'hésiteront pas à acheter un véhicule électrique et il y a plus de bien que de mal avec ça. Okay? Fait que c'est pour ça. Je tiens à mentionner un point là-dessus. Le programme de destination que Tesla offre depuis plusieurs années, ils ont été voir les commerçants, ils payent les bornes, ils payent même une partie des installations. Ils mettent évidemment des bornes Tesla, mais ils ont même souvent mis des bornes universelles en même temps, payées par Tesla. Puis c'est le seul constructeur qui a fait ces efforts-là. Ouais. Ça, là, bravo. Ben oui. Bravo, là. Vraiment. Puis aujourd'hui, on va à l'hôtel, puis il y a des choix. Là. Il y a des bornes. On peut se recharger la nuit pendant qu'on monte en Floride ou à Toronto ou whatever. Puis ça rend le switch à l'électrique beaucoup plus simple pour les gens. Définitivement. Puis on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est ça? Non, c'est ça qu'on dit? Oui. Ouais? Le beurre et l'argent du beurre. Si je le mange, mon beurre, je ne peux plus le vendre. C'est ça, hein? Mais, OK. Mais donc, on ne peut pas avoir une borne qui ne coûte pas cher, mais qui est hyper durable, qui est très étanche, qui a la meilleure garantie, qui est comme universelle, qui est facilement réparable. Là, le pistolet, en passant, c'est une des raisons pourquoi ça coûte cher. Il y a des licences à payer. Tesla n'a pas de licence à payer sur leur pistolet. Fait qu'eux ont fait un choix, un choix pour leur mission à eux, leur façon de faire, c'était d'avoir la borne la moins chère possible, la plus puissante possible, puis que ce soit le plus simple pour le plus de gens possible, enfin pour encourager le fait. Même si quelqu'un qui n'a pas une Tesla voit une borne, il fait « Ah, il y a une borne ». Puis il ne connaît pas encore ça, mais il se dit « Ok, ouais, j'avoue, je suis prêt à aller à l'hôtel, il y aurait une borne, puis je pourrais envisager l'électrique, puis dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il s'en achète une. » Ça crée une exposure. C'est ça. Mais est-ce que ça veut dire que ça répond aux besoins de Tesla et leur marketing, OK? Ça peut correspondre à votre besoin aussi, mais est-ce que ça correspond réellement à ce que vous avez besoin? Ça va être à discuter. On en a parlé un petit peu tantôt. Puis c'est pas super simple, en fait. Ça se résume pas au prix de la borne, ça, c'est définitif. Ben, merci François. Ça fait plaisir.